L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, chers téléspectateurs des télévisions, vous êtes sur votre émission Le Monde en 52 minutes ce lundi. Le Sénégal, la Norvège, l'Israël, les États-Unis et l'Inde seront décryptés à travers votre émission Le Monde en 52 minutes. Pour en parler, je reçois Didier Sanson. Bonsoir Didier. Bonjour, bonsoir, toujours content de vous revoir. Également avec nous, Morgana Sokba-Metondi, consultant géopolitique. Bonsoir Morgana. Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir. Voilà, alors nous démarrons par le Sénégal. De la prison à la primature, Ousmane Sonko a dévoilé son gouvernement. Le 5e président sénégalais a déjà pris fonction et le Premier ministre est également connu. Est-ce que c'est une surprise pour tout un chacun de vous? Qu'il soit là, non. Mais maintenant, on va aller de surprise en surprise. Ah, ça c'est sûr. Et qu'il soit là, non, parce que Macky Sall a tout fait pour qu'il vienne au pouvoir. Hein, parce que si vous avez... Donc vous voulez dire que Macky Sall a battu la campagne pour... c'est ça? Peut-être à son corps défendant, mais je veux dire, quand on a des ennemis comme Macky Sall, on n'a plus besoin d'amis. Hein. Le job est fait. Ok. Et il aura tout fait. Et puis après, attendez, que voulez-vous? On les fait condamner et quelques temps après, on dit que la justice se dédie, etc. Bon, non. Donc, qu'il soit là, ce n'est pas une surprise. Maintenant, les surprises arrivent. Bon, maintenant, ils sont légitimement en place. Hein. Sauf qu'il y a un qui quitte un poste pour devenir président de la République, c'est-à-dire sans aucune expérience que de la contestation. Ouais. C'est différent. Hein. Sonko, maire de Ziguinchor, voilà, mais on l'a tellement perturbé que... mais il a ils ont quand même quelques notions politiques quand même, hein? Non, la politique, moi je vous la fais quand vous voulez. Ouais. C'est pas ça le problème. Maintenant, quand on est aux affaires, c'est autre chose. Yeah. Okay. Donc, il faut savoir conjuguer et ce qu'on a dit pour haranguer les foules. Et c'est comme ceux qui disent sortir du CFA. Écrit tout le temps, mais on ne sort pas du jour au lendemain. C'est vrai qu'il faut sortir, mais c'est pas du jour au lendemain. Il y a un économiste malien qui leur a dit, mais disons la vérité, oui, il faut sortir, mais c'est pas comme ça. Et puis, toute la population, soit on veut sortir du CFA, ben allez-y. On a comme l'impression que vous n'êtes pas très d'accord avec le choix des Sénégalais, Didier. Je suis content que Sonko et son ami Diomaye Faye soient là. Je suis bien content. Mais on renouvelle les générations. Mais maintenant, il faut qu'ils nous donnent des signaux valables. Parce que généralement, aux politiciens qui découvrent comme ça, on leur donne 100 jours. Okay. Hein, donc au bout de 3 mois, on va commencer par juger. Nous allons revenir sur ce plateau pour analyser les 100 premiers jours de Diomaye Faye. Moi je serai là. Hein. D'accord. Alors je me retourne vers vous Morgane, vous qui êtes un consultant en géopolitique. Ouais. La première observation de ce gouvernement est que nous avons 25 ministres et 5 ministres d'État. Les uns trouvent que c'est vraiment serré et moi je vous pose la question de savoir, est-ce que c'est vraiment la rupture? Vous savez, la rupture a plusieurs significations. Ce qui est sûr, il y a rupture de facto. On a une nouvelle génération, une génération plus dynamique, assez... Bon, ils ont leur vision des choses qui n'est pas celle qui a toujours existé. Dieu merci, ils ne sont pas nationalistes. Mais maintenant, entre la vision et la réalisation,
il y a des éléments qui changent. Et je vais directement dans le même sens que Didier pour dire que le terrain, à certains moments donnés, vous commande. Est-ce que la vision pourra s'adapter aux réalités du terrain? Et les difficultés du terrain parfois font que vous pouvez vous retrouver lorsque vous avez deux personnalités en matière d'idiosyncrasie pour diriger le pays, qu'on le veuille ou non. C'est Sonko qui a fait que Diomaye Faye se retrouve aujourd'hui comme chef d'État, mais c'est Diomaye Faye qui est chef d'État. Et donc, c'est une situation assez complexe. Ce qu'on peut souhaiter au Sénégal, c'est que la vision continue d'être partagée. L'expérience a montré que parfois les visions sont partagées et la méthodologie pour atteindre les objectifs diffère d'un acteur à un autre. Donc la France étant l'un des partenaires traditionnels du Sénégal fait que, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, il va falloir faire avec la France. Ce que l'équipe en place aujourd'hui refuse dans le sens de la vision, même s'ils disent qu'ils restent ouverts à tous les partenariats, on sait quand même de façon traditionnelle que Sonko, Diomaye Faye et l'ensemble du PASTEF n'ont pas cessé de fustiger la France. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'ils peuvent réellement faire sans la France? Vous voulez dire qu'ils regardent déjà de l'autre côté là-bas? Bon, ça va de soi. Hein. Ce n'est plus quelque chose de nouveau aujourd'hui pour les États de regarder d'autres partenaires. Exactement. Alors, je me retourne vers vous, Didier. Tous les Sénégalais ont reconnu que c'est un gouvernement d'ouverture. Avez-vous cette impression? Oui, mais on va mettre des bémols un peu partout, on va alléger les choses. Moi, je suis un peu féministe, vous avez compris cela. 4 femmes dans un gouvernement de 5, voire 5 plus 5, 25 plus 5, ça fait 30 ans, les secrétaires d'État, je les mets ministre. Et dans tout ça, on a 4 femmes. Bon, j'ai quelques doutes. Je commence par avoir quelques doutes. Et puis, il y a des signaux. Hein. Ministre de l'Intérieur, général de gendarmerie, pardon, il y a mieux à faire. Il y a mieux à faire que de mettre un ministre de l'Intérieur, je dis bien ministre de l'Intérieur, un général de la gendarmerie. Si ce n'est pas pour faire de la répression, c'est quoi? Bon, c'est des signaux. Même s'il ne le fait pas, on va le démissionner donc. Voilà. Donc, c'est des signaux qui ne sont pas bons. Allez, c'est pour ça que je parle des 100 premiers jours. Parce que, on veut faire de l'ouverture, on veut mettre des droits de l'homme, on veut faire plein de choses. Mais qui ne fait pas ça? Même Macky Sall, on n'est pas contre les 5 points énoncés par Sonko, c'est des 5 points. Ben oui, mais si vous n'êtes pas élu pour ça, vous êtes élu pour quoi? Donc c'est très bien, ils en font ces portes ouvertes, c'est très bien. Mais voilà, on va voir. C'est pour ça que moi, je parle toujours des 100 jours. Ouverture, fermeture et ouverture. Non. Gouverner proprement et on verra. Moi, 4 femmes sur 30 personnes, je trouve ça un peu juste. Au ministère de l'Intérieur, me mettre un général de gendarmerie, j'ai quelques doutes. Oui, mais est-ce que c'est pas une façon de remercier l'armée quand même, hein, Morgane? On peut remercier l'armée de plusieurs autres façons. Il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, on va espérer que le militaire ne fera part de la répression parce qu'il y en a quand même qui montrent qu'ils ont une certaine culture et une certaine capacité de discernement. Mais ça reste quand même un élément pertinent. Parce qu'on sait ce à quoi aspire de façon naturelle le militaire. Ce pourquoi il est engagé, c'est mettre de l'ordre. Mais quand vous parlez du ministère de l'Intérieur, ça va au-delà de simplement mettre de l'ordre. C'est maintenir une certaine dynamique sociale. Cela fait appel à un caractère civil que forcément, en général, le militaire... On ne forme pas le militaire forcément à développer cette capacité. Maintenant, si on veut donner le bénéfice du doute à l'équipe, on va dire oui, ils sont dans une dynamique assez intéressante. Premièrement, ils ont moins de ministres. Moins de ministres. Ils ont quand même 13, hein. Ça du PASTEF qui héritent quand même des portefeuilles, pas les moindres. Quand je parle... C'est pas moins de ministres quand même. Quand on a sur 25, quand on a sur 25, on a 13. Non, mais je vais vous dire, ils ont bien raison. Je préfère aller avec mes amis entièrement. Que je ne connais pas. Alors, mais quand je parle de moins de ministres, je parle du nombre de ministres comparé au gouvernement précédent. Et l'aspect de la représentativité des femmes qu'a souligné Didier mérite d'être vraiment
du moins mise en exergue, parce que là, on se pose réellement des questions. Maintenant, est-ce qu'on estime que la dynamique au PASTEF est beaucoup plus masculine et on espère que ça va aller plus loin? Tout compte fait, c'est le résultat qui compte. C'est le résultat qui compte. Alors justement, parlant de résultat, est-ce que la cohabitation entre Faye et Ousmane sera facile? Est-ce qu'elle va durer dans le temps? C'est même pas une cohabitation, c'est une amitié. Bon, c'est une amitié longue, qui a vécu, mais on espère que ça va continuer de vivre. Attention, Morgane a dit tout à l'heure, il y a un élu et l'autre nommé. Exactement. C'est toute la différence, ça. Parce que l'un, le plan B, est devenu numéro 1. Attention. Et je disais sur ce même plateau, je crois, il y a un mois de ça, attention. 2 mois déjà. Ouais. Je disais, attention, s'ils sont dans la dynamique de Medvedev et Poutine, ça marche. Mais ça veut dire que Poutine, qui devient numéro 2 en laissant Medvedev président et lui premier ministre, c'est un homme de réseau. C'est un tueur à gages. Qui est un homme de réseau entre les deux Faye ou bien Sonko? En principe, c'est Sonko qui est un homme de réseau. Qui doit être un homme de réseau et contrôler le pouvoir qu'il a laissé à Diomaye Faye. Partant de l'idée que Diomaye Faye reste un fidèle. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ne se disent pas, attends, c'est moi l'élu. Le président. C'est moi l'élu, c'est moi le président. Or, c'est ce qui s'est passé en Russie, où l'autre a été élu, mais connaît ses limites, parce que Poutine est un homme de réseau, l'a contrôlé jusque 5 ans, et il est revenu au pouvoir. Donc, quand on joue à ce jeu-là, il faut être sûr, non pas de l'homme qu'on a mis en place, mais du réseau de contrôle, du système. Justement, parlant de réseau, il y aura bientôt des élections législatives du côté du Sénégal. Dites-nous un peu, est-ce que vous voyez le parti au pouvoir tout rafler? C'est généralement la dynamique en Afrique, mais est-ce que au Sénégal, la donne peut changer, C'est possible que le parti au pouvoir rafle tout si on reste dans la même dynamique. Mais si les éléments, comme Didier l'a fait ressortir des 100 jours, sinon voire moins des 100 jours, parce que ce gouvernement semble aller très vite. On n'a pas perdu du temps pour choisir le Premier ministre, on n'a pas perdu du temps pour mettre en place le gouvernement et on n'a pas perdu du temps pour avoir une opposition bien déclarée et bien en place et qui décide donc de faire le travail inverse aujourd'hui. Donc si cette opposition fait bien son travail et que le parti ou l'équipe qui est en train de gérer n'arrive pas à assumer ou du moins à satisfaire à ces engagements, des engagements difficiles à satisfaire partout. Parce que quand vous parlez de la lutte contre la corruption, c'est pas forcément gagné d'avance, même si on a à la tête du pays des inspecteurs de finances. Et quand vous parlez de l'emploi des jeunes, bon, presque tous les pays connaissent cette difficulté et c'est pas quelque chose qui se règle du jour au lendemain. Mieux, quand vous voulez parler maintenant de la morosité économique, de la renégociation des contrats et de l'impact de cette renégociation dans le tissu économique, c'est pas du jour au lendemain. Alors que, si vous le permettez, le peuple sénégalais a soif. Et il attend. Et il attend. De toutes les façons, nous attendons aussi, nous allons voir comment vont se passer les 100 premiers jours de Diomaye Faye et de Ousmane Sonko à la tête du Sénégal. C'est vrai que l'un n'est pas vice-président, l'un est président et l'autre est premier ministre et nommé, comme l'a dit Morgane. Nous nous rendons du côté du vieux continent. Nous allons au royaume de Norvège qui a décidé de doubler le budget de sa défense en 12 ans. Alors, je me pose la question de savoir, jusque-là, nous savions tous que le royaume de Norvège était l'un des havres de paix, on ne parlait pas de toi. Mais aujourd'hui, décider de doubler son budget, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui passe? Comme disent les Espagnols. Et il suffit de regarder le plan et sa carte et de voir que dans la mer du Nord, là-bas, en haut là-bas, il y a la Russie. Et les pays baltes sont déjà très inquiets, et d'autres qui courent, mais les gens beaucoup, pour rentrer dans l'OTAN, etc., etc. Et donc, vous savez, les territoires, si vous regardez bien votre carte, les territoires dans les mers du Nord là-haut, mais la Russie est présente. La Finlande, tout de suite, a marqué son terrain en disant, moi, je suis déjà autant, je vais rentrer dans l'Union européenne, je suis dedans, je suis avec l'euro, voilà, pour avoir de petits parapluies.
Juste de petits, hein? Oui, c'est de petits parapluies, mais quand on déploie 10, 15, 20, 30 parapluies, ça finit par faire un parasol. Ouais. et ça peut être intéressant. Et donc, un pays qui se veut plus ou moins neutre, havre de paix, etc., voit quand même le danger venir. Parce que aujourd'hui, qu'un pays européen, ou dans cette zone en tout cas, agresse un autre visiblement, aille occuper un terrain, il faut oser. Il faut oser, et on connaît donc désormais avec ça les limites de notre fameux Conseil de sécurité au sein des Nations Unies. J'en parle tout le temps ici. Voilà, donc la Norvège obligée de mettre de l'argent pour montrer que je peux avoir une capacité de riposte à la Russie. Oui, c'est vrai que cette décision nous conduit forcément à ce qui se passe du côté de l'Ukraine. Est-ce que c'est un bon choix de faire cette option-là? Alors, bon choix, ça dépend. Hein. On peut considérer cela comme un bon choix si cela permet aux Norvégiens de se sentir plus en sécurité. Et je pense que cet objectif ne pourra être atteint parce que même si la Norvège quadruple son budget, elle ne pourra pas, si d'aventure la Russie, comme on le prétend, décidait de faire quoi que ce soit de ce côté-là. La plupart de ces pays ne sont pas forcément dans cette sécurité tant souhaitée. Et il ne s'agit pas que de la Norvège, et pratiquement tous les pays de l'Europe en sont conscients aujourd'hui. Ce qui augmente leur inquiétude vis-à-vis au comportement des États-Unis, surtout par rapport aux élections qui sont en vue, parce qu'ils savent qu'en fonction de celui qui sera élu, on dira au revoir à l'OTAN ou on renforcera les capacités de l'OTAN. Donc ça peut être constructif pour... Oui, mais on n'arrive pas à comprendre quelque chose. L'avenir de certains pays par rapport à leur devenir au niveau de l'OTAN se joue dans quelques mois au niveau des États-Unis. Si c'est Trump qui vient, on sait que bon... Mais malgré ça, certains pays continuent de foncer tête baissée pour entrer dans l'OTAN. Comment comprendre ça? Didier, vas-y. Oui, non, mais ils ont intérêt, parce que Trump peut venir avec toutes les grandes idées, on n'explose pas un système du jour au lendemain, et donc il va mettre ça en difficulté, soit. Mais en même temps, si je reviens sur le cas de la Norvège, la Norvège est en Europe, mais ne fait pas partie de l'Union européenne. En tant que système économique et politique. Bon, donc c'est un pays qui a voulu jouer un peu sa neutralité. Et là maintenant, ils voient les limites de la Finlande a couru, hein. Donc quand ils ne sont pas dans l'Union européenne, il y a certains parapluies qui ne sont pas ouverts. Donc, ne sont pas déployés. Donc, et qu'est-ce qu'on fait? On préfère s'armer et se surarmer pour dire, ok, je peux déjà en partie assurer ma défense. Avec certains missiles balistiques, les patriotes et autres pour éviter que je sois agressé, etc. Donc, déjà une partie avant de voir si, et puis je présume que très vite, ils vont commencer par voir s'ils ne vont pas intégrer l'Union européenne, etc. Donc, la question de l'OTAN, avec Trump qui va venir au pouvoir ou pas, ils se disent oui, pourquoi pas. Mais si Trump vient au pouvoir, mais ils ont toujours l'armement assez fort. Et puis l'OTAN, ce n'est pas que les États-Unis. Alors, même la Turquie fait partie. Alors, en déclarant, je cite, une défense plus forte agira de façon dissuasive contre ceux qui souhaiteraient menacer notre sécurité et nos alliés. Est-ce que le Premier ministre norvégien se voit déjà en état de guerre? Il n'est pas le seul, hein. Pratiquement tous les États baltiques se voient déjà en état de guerre. Et Scandinaves également. Et Scandinaves également. Et là, c'est le souci. On vient se demander, est-ce qu'ils ont raison de se voir en état de guerre de façon objective? On se demande, est-ce que cette Russie-là... On ne sait jamais avec le voisin là. Non, vous savez, il y a cette analyse qui prête à la Russie des intentions de conquérant qui manque, mais est-ce que c'est pas ça? Qui manque d'un certain nombre de facteurs pertinents. Je vous explique. Au nom de quoi une Russie aujourd'hui déciderait de reconquérir un ensemble d'États coup sur coup, lorsqu'on sait que cela prend de l'argent et cela prend des êtres humains. La Russie n'est pas contente du nombre de soldats russes qui sont en train d'être tués, et vous avez un peuple qui soutient un leader. Et jusqu'à quand les Russes vont soutenir Poutine dans une quelconque aventure de vouloir reconquérir ou attaquer plusieurs États? C'est pas une évidence, et ce n'est même pas objectif d'un point de vue de leadership. Parce que, qu'on le veuille ou non,
ce qui fait la popularité de M. Poutine, c'est bel et bien parce que les Russes se sentent représentés par lui et d'une certaine façon, ils estiment que jusque-là, il a un système suffisamment fort pour faire la fierté des Russes. Je parle de fierté, ce sentiment. Mère patrie, la maintenant, Russie. Pour tout ce qui... La grande Russie, la mère patrie. Tout ce qui tourne autour des questions de droits de l'homme et tout le reste, bon, il faut laisser ça aux Russes. Hein. Voilà. Alors, en décidant de renforcer son arsenal militaire, est-ce que c'est une façon pour le royaume de ne plus avoir très peur de la Russie, qu'au passage, ils estiment être une Russie très dangereuse, imprévisible pendant de longues années? Vous savez, quand on fait sa défense, et on se convainc qu'on est suffisamment bon pour se protéger soi-même. Voilà, donc ils vont se convaincre de ça. Ils vont bomber le torse. Non, même pas, mais ils vont... ils vont bomber les muscles alors. Ils vont dire, bon voilà... on a quelque chose. On peut se battre. Ayam. On peut riposter déjà. Même si c'est pour 1 heure de temps. On peut résister déjà. Parce que vous savez, quand toutes les nations ont commencé par se doter de l'arme nucléaire, alors que chacun a 5 fois le pouvoir de détruire la Terre, et alors qu'une seule fois suffirait. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? L'arme dissuasive. Donc, c'est-à-dire, je suis suffisamment armé et tu connais ma position, donc c'est dissuasif. C'est-à-dire qu'on prépare la guerre pour ne jamais la faire. Donc, c'est un peu ça. Donc, les Norvégiens aujourd'hui vont s'armer, redéployer des réservistes, etc., pour ne pas faire la guerre, montrer que nous avons une capacité de riposte, nous ne sommes pas si pénétrables, transperçables que ça. Alors, nous nous rendons du côté du Moyen-Orient. Là, nous sommes en Israël. Des officiers de haut rang sanctionnés après la mort des humanitaires tués du côté de Gaza. Pour la première fois, Tzal reconnaît une série d'erreurs grâce à des frappes depuis le début de la guerre Hamas-Israël. Oui, c'est important de considérer cet événement comme l'un des événements qui viennent attirer l'attention sur le caractère peu approprié de ce que fait Israël depuis le début de cette réponse. Peu approprié. Peu approprié. Ils ne seront approprié. pas d'accord avec vous parce qu'ils vous diront qu'ils ont été frappés aussi. C'est pas moi qui le dis. Ce sont moi, les faits. Sur vos mots, Morgane. Mais je vous montre parce que je dis ce sont les faits. Quand vous regardez les faits, le nombre de morts occasionnés par cette réponse d'Israël fait que même... Réponse démesurée. Oui. C'est très techniquement en droit humanitaire. Lorsque vous regardez ce qui se fait, ça compte? C'est pas normal. Et c'est ce qui fait que tout le monde, pratiquement, s'étonne du comportement de certains acteurs clés, défenseurs du droit humanitaire comme les États-Unis, comme les pays européens, qui au départ avaient du mal à dire de façon claire et nette que Israël est en train de violer un ensemble de principes, mais aujourd'hui tous sont d'accord sur le fait, même les États-Unis ont commencé par revoir leur position vis-à-vis de ce que fait Israël. Donc nous sommes dans une situation qui vient aussi attirer, renforcer ce sentiment-là, et on espère qu'avec les manifestations qui ont commencé en Israël même, avec ce qui pousse les habitants d'Israël à dire, mais écoutez, ce qui est en train d'être fait n'est pas forcément dans l'intérêt d'Israël, on espère que le gouvernement va changer sa stratégie. Oui, Didier, vous allez me dire que Washington, c'est l'allié traditionnel de l'État hébreu. Mais pourquoi c'est Washington qui décante la situation? Il a fallu ce coup de fil pour que Benji reconnaisse ses torts. Ah, vous êtes copain avec Benjamin Netanyahu, Benji. Attention. Ok. Oui, c'est l'allié traditionnel, celui qui ne vote pas les résolutions, même condamne mais ne vote pas, etc. Et si cet allié vous dit... Il n'y a que les États-Unis pour taper sur les doigts d'Israël, c'est ça? Plus fort, oui. Plus fort, oui, parce que c'est le soutien imparable. On sait que traditionnellement, la France, au sein des 5, défend la Palestine. On sait que dans les non-alignés, je vais sortir du Conseil de sécurité, dans les non-alignés, vous avez étonnamment la Russie et la Chine. Et les non-alignés soutiennent l'autonomie palestinienne. Donc vous avez 3,5, ou sinon 3, 2,5, sinon 3 sur 5 qui peuvent pencher de l'autre côté. Sauf que les Chinois se disent, n'allons pas trop loin,
parce qu'on va nous dire Ouïghours, parce qu'on va nous dire, etc., etc. Les Russes, ils sont en plein dedans. Ils sont en train de taper sur l'Ukraine. Voilà, donc, chacun se ménage. Donc, dans ça, l'allié le plus fort, parce que la politique française, c'est toujours de défendre l'autonomie palestinienne. Sauf que dans la tradition et dans la traduction des faits, n'agissent pas. Donc, c'est toujours une politique comme ça. C'est toujours mi-figue, mi-raisin. Mais les États-Unis, on n'a rien à faire de ça. Nous, on soutient quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Sauf que ces mêmes États-Unis se disent, non, là, vous allez trop loin. Et là, donc, du coup, ça change la donne. Et ça change la donne pour Israël parce que les financiers, allez, israéliens, on ne va pas dire juifs, israéliens sont à New York. Ils ont une manne financière importante et on sait aussi la capacité de nuisance d'un État. Si on peut dire, on ferme ça, on va trouver des systèmes pour compliquer l'acheminement des fonds. Et puis, tout simplement, c'est également l'armée américaine qui donne davantage des moyens à Israël. Ça a commencé par diminuer. Et donc, vous voyez, c'est quand les États-Unis décident de dire, attention, vous n'allez pas trop loin, ils écoutent. Oui, les 7 humanitaires ont quand même perdu la vie, mais on continue de constater que malgré tout ce qui se dit, les pays alliés de l'État hébreu ont quand même du mal à lâcher l'État hébreu. C'est pour ça que je vous pose toujours la question de savoir, quand on regarde tout ce microcosme, on se pose la question, qui tient qui? Est-ce que c'est l'Israël qui tient ses alliés ou alors c'est ses alliés qui les tiennent? Mais jusque-là, on parle, on prend des sanctions, mais personne ne se désolidarise de l'Israël. Alors, déjà, il faut comprendre que l'interdépendance a atteint un certain niveau avec certains États et n'existe pratiquement pas avec d'autres. Mais quand vous parlez d'Israël, c'est l'un de ces États très rares qui a une interdépendance énorme pour ce qui est des questions de sécurité et des questions d'économie. Et quand on parle des questions d'économie, on voit la capacité des Juifs, des communautés juives qui se retrouvent dans un certain nombre de pays. Ils ont la capacité d'influencer les politiques internes de ces pays-là, rien qu'avec leur capacité économique, parce qu'ils détiennent une grande manne de l'économie de ces pays. Vous n'allez pas me dire, par exemple, que si on prend un pays comme la Chine, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, que nous avons ce lobby juif aussi qui se trouve de ce côté. Parce que quand on prend un peu le Conseil de sécurité des Nations Unies, où la Russie et la Chine sont pratiquement des alliés, mais quand il s'agit de frapper sur la table contre Israël, on se regarde tous en chaîne de faïence. Donc c'est pour ça que je vous pose toujours la question de savoir, et à chaque fois que je vous aurai en face de moi, je vais vous poser la question de savoir, mais qui tient qui? Oui, non, maintenant on va continuer de se répéter. Naturellement. Mais oui, parce que si je m'appelle Chine, et je tape sur Israël, on va dire, qu'est-ce que tu fais des Ouïghours? Voilà. Donc je mets le bémol. Qu'est-ce que tu fais du Tibet occupé? Et donc, si tu parles comme ça, tu vas aller taper sur Taïwan? Donc on réfléchit par deux fois et on ménage la chèvre et le chou. Et si vous permettez, vous avez entendu parler de Pegasus. Vous savez de quoi est capable Pegasus. Donc c'est l'une des technologies, je ne vais pas dire la seule. On touche du bois, il n'est pas ici. C'est une technologie de pointe. Et donc, que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis, Pegasus peut faire des effets et causer beaucoup de dommages. Donc, tous ces éléments sont suffisamment très forts et donnent de la matière à réfléchir aux acteurs étatiques quand il s'agit d'Israël. Alors, pour certains Israéliens, ces sanctions sont très mal perçues. En l'occurrence, le ministre de la Défense, qui estime et affirme que, pour sa part, il est important de soutenir les soldats, et ce, même en dépit des erreurs. C'est difficile. Et dans son rôle, vous voulez me dire. Dans son rôle, c'est difficile pour un pays de dire, oh là là, qu'est-ce qu'il faut la vie d'un Palestinien ne vaut pas grand-chose. Enfin, pour le gouvernement Netanyahou. Mais dans la population, je pense que l'opinion est en train de se retourner. Exactement. L'opinion est en train de se retourner. Mais qu'on soit borné, malveillant, tout ce qu'on veut, c'est difficile pour un pays de dire mes soldats
vous êtes des assassins. Je vais être un peu dur, hein. Vous allez l'accepter. Un militaire ne fait que ça, c'est son job de tuer. Mais justement, vous parlez, donc, quand vous parlez du gouvernement, on sait que dans ce gouvernement de Benjamin Netanyahou, il a un soutien franc de la droite israélienne. Nationaliste, les nationalistes et tout. Nationalistes bornés. Bah oui, mais est-ce que tant qu'il a le soutien de ceux-là, il se dit c'est une coalition, mais ils sont intouchables. Non, mais c'est pour un moment, vous savez, la roue tourne, et surtout quand on n'a pas le résultat. Pourquoi est-ce que le peuple d'Israël a décidé de soutenir les initiatives de Netanyahou, le retour des otages? Où sont les otages aujourd'hui? Ils sont pratiquement pas retournés. Il y en a qui sont décédés, ainsi de suite. Il y en a qui sont décédés de la faute, d'après du comportement, des bombardements d'Israël. Donc aujourd'hui, Israël est en train de perdre. Le gouvernement de Netanyahou est en train de perdre le soutien populaire. Et ça, c'est l'essentiel. Oui, mais est-ce que ces différentes tensions changeront quelque chose dans la lancée de Benjamin Netanyahou? Si le régime est affaibli... Oui, justement, avant de répondre, on se pose justement la question de savoir, comme l'a posé certains confrères de télévision, à savoir qui de Benjamin Netanyahou ou d'Ariel Sharon, feu Ariel Sharon, est plus borné quand il s'agit de la question palestinienne. On ne va pas faire l'équivalence de la stupidité des gens, mais toujours est-il que l'opinion est en train de se retourner. Et aujourd'hui, qu'on manifeste à Tel Aviv et qu'on manifeste à Jérusalem pour dire, attention, c'est nouveau. Donc, c'est nouveau comment? C'est jamais vu? Oui, quasiment. Quasiment. Parce que avant, vous avez juste les travaillistes qui vont marcher. Aujourd'hui, il y a une population qui dit non, elle n'est ni à gauche ni à droite, c'est une population. Et donc, vous n'avez que les juifs orthodoxes religieux. Vous voulez dire que le Likoud est en mauvaise position, c'est ça? Oui, et s'il continue comme ça, attention, j'ai dit même attention, il vaut mieux, même que ça lui arrive, qu'il soit mis en difficulté pour aller aux élections, il va aux élections de mon père. Voilà. Donc, si on respecte, à moins de déclarer, il n'est pas loin de ça, à moins de déclarer l'état d'urgence pour continuer. Mais là, ça va être un imbroglio politique. Est-ce que vous voyez Benjamin Netanyahou organiser des élections législatives anticipées? C'est possible que la population lui force la main, mais de façon volontaire, je pense qu'il se dit qu'il a un objectif à atteindre, un objectif qui est difficilement atteignable, finir avec le Hamas. C'est une idéologie. Comment est-ce qu'on peut utiliser des moyens physiques, militaires pour venir à bout d'une idéologie? Je pense qu'il devrait se rapprocher des États-Unis. Un monstre qu'on a nous-mêmes créé. Oui, il devrait se rapprocher des États-Unis. Pour le Vietnam en souvenir. Exactement. Alors, justement, nous sortons du Moyen-Orient et nous nous rendons au pays de l'oncle Sam, mais nous restons focus sur le problème israélien et Hamas. Campagne présidentielle, la guerre de Gaza aux premières loges, la guerre Hamas-Israël entre pieds et mains liés dans la campagne présidentielle aux États-Unis. Oui, on l'a dit tout à l'heure, vous l'avez fait ressortir, le partenaire qui est capable de taper suffisamment fort pour que les choses changent de l'autre côté, c'est bel et bien les États-Unis. Et on a aussi souligné le fait que le lobby juif avait une importance capitale. Et c'est ce qui fait que cette question s'invite dans la campagne des Américains. Sinon, elle n'a aucune raison d'être. Il y a une communauté juive très forte, il y a un lobby juif très fort qui a une manne économique assez importante et qui détermine depuis des lustres l'orientation. Est-ce que c'est le lobby pour l'arrêt de la guerre? Vous pensez? Vous croyez? Oui, ils n'ont pas intérêt que ça continue. De toute façon, personne n'a intérêt à qu'une guerre s'éternise. Personne n'a intérêt à ça. Mais en même temps, c'est qu'ils ont un allié, pas le lobby juif, mais ceux qui sont au pouvoir en Israël. Ils ont un allié aussi fou qu'eux. Et c'est Trump. C'est-à-dire qu'il est capable de retourner sa veste. Il ne veut pas continuer. Mais en même temps... mais justement, parlant de Trump, on a vu le week-end écoulé, lorsqu'il était en train de faire sa collecte de fonds pour la présidentielle, il s'est quand même prononcé par rapport à cette situation au niveau de Gaza. Il va dire encore que ça ne nous regarde pas, nous les Américains, on s'en fout, parce que tant que ça peut être anti-islamique quelque part,
c'est bon pour lui. C'est bon pour lui. Sauf que les Palestiniens ne sont pas que musulmans. Ouais. Voilà, il y a au moins un tiers de la population chrétienne. Mais c'est pas son problème. Lui, tant qu'il y a l'Iran dedans, il veut pas voir. Et donc, il faut arrêter tout ça. Donc, il ne met plus de la réflexion. Et c'est du populisme de bas étage. Mais ça rassemble le petit peuple. Hein. Voilà, tout le monde n'est pas réfléchi comme nous, n'est-ce pas? Et c'est des gens qui ont faim. C'est des gens, ils ont raison d'avoir faim. Hein, mais bon. Et c'est des gens qui, vous leur dites on va marcher, ils vont marcher, quoi. Voilà. Donc, et ces gens-là, ce sont eux qui votent. Alors justement, nous savons tous que l'électorat américain d'origine arabe est souvent très un atout pour les démocrates. Mais alors, avec la situation qui prévaut actuellement du côté de Gaza, est-ce que vous croyez que Joe Biden pourra véritablement compter sur cet électorat? La réponse est assez évidente. Hein. Quand vous regardez... Oui, mais on ne peut pas dire oui tout de suite, on ne peut pas dire non tout de suite. Oui, aussi, elle est évidente. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plusieurs manifestations contre cette idée de la présence et du soutien des États-Unis dans ce qui est considéré comme le massacre, le génocide, pas certain, qui est en train de se dérouler à Gaza. Et c'est tellement prononcé qu'il ne s'agit plus juste de la communauté arabe qui est naturellement contre, mais il y a une bonne partie de la population américaine qui ne s'identifie pas à ce qui est en train de se faire. Et qui peut être dans une optique de voter contre ce comportement, pas forcément de voter pour Trump, mais de voter contre ce comportement pourrait faire en sorte que Trump soit largement devant Biden. Alors qu'il se retrouvait du côté de l'Arizona, la semaine écoulée, le président américain Joe Biden a dit vouloir revoir sa copie par rapport à cette guerre Hamas-Israël et surtout mettre de la pression sur Joe Biden. Alors, on se pose la question de savoir, est-ce que c'est juste une stratégie ou alors tout simplement parce que Joe Biden se retrouve aujourd'hui dos au mur? Il est dos au mur et puis c'est une stratégie. Il veut être réélu. Donc les deux à la fois. Les deux à la fois. Il va savoir, il faut qu'il joue. Il faut qu'il joue. Bon, vous voulez savoir le fond de ma pensée? Je vais vous la donner, le fond de ma pensée. Et Joe Biden, franchement, les démocrates n'ont pas trouvé mieux que de reconduire. Le discours n'est plus fort. Donc, s'il gagne, oui, mais ça vous croyez que du côté des républicains, le discours est fort pour cette campagne? Mais oui, le discours est très fort. Et vous avez vu la levée de fonds ce week-end. Ça a été net. Hein? Bon, et donc, le discours est assez fort. Mais c'est pas parce que les levées de fonds sont nettes que forcément vous êtes déjà président. Non, mais il est en bonne voie. Il est en bonne voie. Il est en bonne voie. Et le discours chez les démocrates s'affaiblit. Et donc, je suis désolé, ils n'ont trouvé personne. Je n'ai rien contre Joe Biden, mais c'est bon, il a donné. Il a été Premier ministre, enfin, il a été vice-président, et puis après, il a été président. C'est bon. C'est bon. Il faut renouveler Est-ce que vous avez contre les vieux? Non, j'ai rien contre les vieux. Moi, je suis. Vous en avez en Afrique, hein? Oui, mais celui qui va en visite officielle dans son pays. Bon, et ça va, quoi. On a vu l'exemple sénégalais. On renouvelle la classe. Il faut renouveler. Non, pour revenir sérieusement, le discours à renouveler chez les démocrates n'est pas assez fort. Et attention, si Joe Biden reste au pouvoir, ce qu'on souhaite, parce qu'il ne faut pas non plus mettre le loup dans la bergerie, et ce qu'on souhaite, c'est qu'il reste, mais avec une autre dynamique. Et le discours et tout le comportement actuellement sur ce qui se passe à Gaza, etc., est en train de lui donner, quelques petites billes. Mais maintenant, il faut savoir que les Américains ne jouent que pour eux-mêmes. Donc attention, il faut qu'ils reviennent à la politique américaine. Et c'est sur ce terrain qu'il est largement dévancé. Alors, pour sortir de ce dossier américain, nous avons suivi, comme je l'ai dit tout à l'heure, Joe Biden, lors de sa levée de fonds, où il n'est pas très d'accord avec ce qui se passe du côté d'Israël. Alors moi, je pose la question de savoir, vous qui êtes un consultant géopolitique, est-ce que c'est juste à l'instant T, c'est-à-dire des moments de campagne, je vais sortir, je vais me positionner par rapport à ce qui ne plaît pas aux Américains. Est-ce que vous croyez que si jamais Donald Trump venait à prendre la tête des États-Unis, le discours sera le même ou il va être changé? Vous parlez du discours de Donald Trump ou du discours de Joe Biden? Donald Trump, parce qu'il a dit qu'il n'est pas d'accord pour la campagne, il n'est pas d'accord pour ce qui se passe. Alors je vous pose la question de savoir, est-ce que c'est juste des propos de campagne ou alors une fois qu'il viendra à prendre la tête,
Ça va changer. Ça va changer. Oh, il faut comprendre que Donald Trump, c'est un fin stratège et c'est quelqu'un qui sait faire tout ce qu'il faut pour avoir ce qu'il veut. Et un commerçant, quoi. Bon, c'est un businessman. Voilà. Pourquoi vous ne voulez pas commerçant? Oui. Commerçant. Ça fait vendeur de tapis. Oui, mais le vendeur de tapis, c'est un businessman, hein? Oui. Mais là, il vend beaucoup plus que de tapis. En fait, là, il est en train d'utiliser cet argument parce qu'il a compris ce que Joe Biden a compris. Que tout ce qu'il a eu comme positionnement n'est pas dans son intérêt. Et c'est pour ça que lui-même, de son côté, a commencé par changer de position vis-à-vis de ce qui se fait à Gaza. Et comme étant un averti politique, Trump a intérêt à utiliser cet argument pour rallier soit à lui ou carrément pour amener ces personnes à ne pas voter. Parce que si on se retrouve à avoir du côté des démocrates des électeurs démocrates vraiment avec passion qui décident de ne pas voter simplement parce qu'ils sont contre ce qui se fait à Gaza, et que tout l'électorat de Trump se lance parce qu'ils sont dynamisés, ils veulent aller voter, et c'est un peu comme ce que Didier a fait ressortir lorsqu'on partait du Sénégal. Tout ce qu'il y a eu comme procès contre Trump, mais au lieu de l'affaiblir, mais ça l'a propulsé. Et quand on regarde la courbe de développement qui est en train d'être observée, il est bien positionné pour ravir la vedette à Joe Biden, qui, je ne vais pas dire malheureusement, mais quand même, c'est un peu difficile de comprendre qu'un parti aussi bien constitué que celui des démocrates aux États-Unis n'a pas pu trouver forcément quelqu'un d'autre pour prendre la relève de Joe Biden. Pas qu'il est mauvais, c'est un bon président, mais aujourd'hui, lorsque vous étudiez le profil et que vous vous fiez même au sondage des institutions américaines, vous comprenez qu'il n'a plus la cote nécessaire pour, de façon très rassurée et certaine, remporter les élections aux États-Unis. Alors, nous allons terminer ce tour du monde par l'Asie-Pacifique, et là nous sommes en Inde où le ministre de la Défense a déclaré le pays capable de tuer des cibles. Au Pakistan, on se rappelle encore qu'au Canada et aux États-Unis, le Canada et les États-Unis ont accusé l'Inde de se livrer à des assassinats sur leur sol. Alors, aujourd'hui, cette déclaration du Premier ministre indien, du ministre de la Défense, indien, est-ce que ça ne donne pas raison à ces deux pays-là? Non, il vient de confirmer ce que tout le monde savait. Oui, bon, vous saviez ça? Il se cache. Morgane, tu le savais? Bien sûr, ils n'ont fait que ça. Mais c'est-à-dire tuer et les opposants à l'étranger. Au Pakistan. Suivez mon regard. Au Pakistan, on parle du Pakistan. On parle quand tu es aux États-Unis, on parle quand tu es au Canada. Mais au Pakistan, quand on sait la hargne qui lie ces deux pays qui ne se supportent pas, ces frères ennemis par rapport au Cachemire. D'accord, deux pays qui ne se supportent pas, deux États qui ne se supportent pas, mais les mêmes populations. Quand vous regardez un Indien, vous le distinguez d'un Pakistanais. Bon, voilà. D'où les Indo-Pakistanais. Voilà. Donc, voilà. Bon, et quand on sait comment l'un s'est détaché de l'autre, parce que nous sommes musulmans, vous êtes hindous, et bien voilà, c'est tout. Donc, c'est les mêmes populations. Donc, infiltrer le système et faire des assassinats ciblés, ils l'ont toujours fait. Puis bon, maintenant, ça commence par être un peu criard. Donc, il affirme haut et fort que désormais, ils vont le faire. Mais enfin, regardez sous les lits, il y a plein de cadavres. Et voilà, donc ils interviennent un peu partout. Et ça commence par être un peu gênant pour le pays quand il a la plus grande démocratie de l'Asie ou du monde. On dit, vous n'êtes pas d'avis? Non. Pas du tout. Non, du tout. Non, ils sont démocrates. Mais pas plus. Oui. Donc c'est le plus qui vous dérange un peu. Oui. Alors Morgane, dans cette enquête relevée par le Guardian, on a affirmé qu'au moins 20 maîtres au Pakistan seraient liés au service secret indien. Une information qui pourrait notamment raviver des tensions, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre ces deux pays frères et ennemis en même temps. C'est pas évident que ce soit ce facteur qui ravive les tensions. Donc vous serez d'accord qu'on vous informe que votre frère, qui est en même temps votre voisin, est venu chez vous et tuer des gens chez vous? Mais ils savent, hein. D'un point de vue émotionnel, je pourrais manifester de l'émotion, mais d'un point de vue pragmatique, et c'est là où malheureusement, mais ce sont les faits, je rejoins Didier, il faut comprendre que
L'assassinat a toujours fait partie des stratégies politiques des États. Et depuis très longtemps, en Afrique, on a perdu des leaders qui ont été assassinés. Oui, en Afrique, on les perd, c'est pas grand-chose, on dit. Oh, mais c'est pas qu'en Afrique, même aux États-Unis, on a vu des Martin Luther King qui sont partis, on a vu des Kennedy qui ont été tués. Et donc, la stratégie d'assassiner des leaders ou des personnalités qui pourraient être gênantes, c'est pas nouveau. Et on n'a que les statistiques par rapport à l'Inde et ce que l'Inde fait. Et c'est des statistiques. On ne sait pas ce que le Pakistan fait. Voilà, on ne sait pas ce que d'autres États aussi font. Donc, oui, mais là, aujourd'hui, les autres États ne sont pas mis au banc des accusés. C'est l'Inde qui est pointée du doigt, là. Et vous allez constater que les autres États ne vont pas réagir. Parce que ils savent ce qui se fait. C'est pas gênant. C'est pas la Turquie qui va que tu as crié au scandale. C'est pas la Chine qui va crier au scandale. Ce n'est pas la Russie qui va crier au scandale. Ça, vous n'avez pas la parole. Oui, allez-y. Ben, il a dit ce que je voulais dire. Avec d'autres mots, je ne peux que simplement ajouter que d'un point de vue des questions de droits de l'homme, c'est ahurissant. Tout ce qui va avec, mais d'un point de vue stratégique, politique, c'est compréhensible, même si c'est dommage. Et là, l'Inde, il n'y a pas longtemps, on a entendu qu'il y avait des financements assez pas clairs et l'Inde a pris des décisions dans ce sens qu'il n'y aura plus de financement anonyme par rapport aux partis politiques. Et qui vous dit que tout ce qui est en train de se passer ne s'inscrit pas dans cette dynamique-là, exactement. Alors, justement, le ministre de la Défense, il ne nie pas les faits, il ne nie pas ces informations. Est-ce que ce n'est pas une façon pour nous, Delhi, de dire aux autres services secrets à travers le monde que, écoutez, nous sommes capables de faire aussi bien que vous, peut-être même pire que vous. Oui, il est en train d'assumer, il est en train d'assumer ce qui se sait déjà. Et on sait que c'est une pratique qui date depuis longtemps, comme Morgan le dit. Alors, je vais faire un peu de provocation. Affaire Ben Barka, voilà, le Marocain, les services secrets français sont pas loin, d'accord, voilà, donc vous voyez, c'est une vieille histoire, d'accord, donc maintenant, dire, attention, je vais le faire, oui, c'est bien de le dire, mais c'est que quand on va regarder sous les lits, il y a beaucoup de cadavres, donc non, c'est juste pour amuser la galerie et faire un peu de diversion, parce que ça va peut-être prendre des proportions, ou bien les services secrets déjà bien renseignés que le Pakistan va tenter de répondre, ils ne commencent pas à dire... Justement, je voulais vous poser la question de savoir, est-ce que vous croyez que le Pakistan ne va pas riposter? Non, ce n'est pas par rapport à ça que le Pakistan va répondre. Le Pakistan veut peut-être réagir par rapport à certaines choses bien cachées qui se sont passées. Et donc, pour prendre les devants, on dit attention. Les tensions pourraient revenir du côté du Cachemire. Bon, est-ce que les tensions sont parties? C'est toujours là. Oui, mais il y a quand même une certaine accalmie en ce moment. La paix des braves. La paix des braves. Alors, justement, nous sommes en train de clôturer notre émission. À tous les deux, je vais vous poser la question de savoir, aujourd'hui, on entend dans cette partie du monde, en Asie-Pacifique, l'Inde le matin, l'Inde le soir, l'Inde avec la Chine, ça va pas, l'Inde avec le Pakistan, aujourd'hui, ça va. Donc, est-ce que l'Inde n'est pas un peu en train de se positionner comme étant un peu l'enfant belliqueux de la zone? Enfant belliqueux, je pense pas. Je pense non, non. Moi je pense pas. Enfant belliqueux, non. Juste rappeler aux autres que moi aussi je suis là. Au fait, l'Inde. Ou alors vous devez savoir qu'il faut composer avec moi. L'Inde est en train de s'affirmer. D'accord. Et cette période d'affirmation ne peut pas être très calme. C'est une période qui se manifeste non seulement par les avancées diplomatiques et stratégiques. Vous allez constater que l'Inde aujourd'hui, beaucoup de conférences internationales se déroulent en Inde, mais aussi par des remue-ménages à l'interne. Voilà, donc c'est pas enfant belliqueux. La Chine a fait, on a vu des situations assez belliqueuses du côté de la Chine et partout ailleurs. Oui, et je vais abonder dans ce sens-là. Et il ne faut pas oublier qu'elle devient, l'Inde, la première puissance en matière de population. Il y a longtemps qu'on a dépassé la Chine. Hein. Ah oui? Oui, sur 1,7 milliard, bientôt 2 milliards. Vous savez, même sans faire la guerre, ils vont envahir physiquement les territoires. Donc, voilà, et donc, ils ménagent en même temps le futur. Et puis, en même temps, c'est un pays... c'est des castes.
On est hindou, on est tel groupe de ci, de ça. Bon, voilà. Et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui veulent bien le garder parce que pour eux, les Sikhs, ceux qui se mettent les turbans, les Sikhs, qui se mettent des turbans avec un petit point rouge, bon, et ceux-là veulent bien aussi participer au pouvoir. Et on essaie de les éliminer, etc. Donc, près de 2 milliards de personnes, ça fait beaucoup. Il faut gérer aussi parce qu'ils exportent leur population. Donc, il faut voir comment gérer tout ça. Donc, attention de ne pas nous bousculer sur nos arrières et en même temps, il mettait une politique dynamique en matière de diplomatie. Je vous rappelle qu'il y a 2 ou 3 ans, ils étaient invités partout en Europe pour les fêtes nationales. Ils ont défilé. Voilà. Alors qu'ils ne sont pas dans le système de sécurité des Nations Unies, mais ils sont dans la BRICS. Oui, mais donc tout le monde veut composer avec l'Inde maintenant. Et il y a un marché de 2 milliards de personnes, on vous a dit. Il faut vouloir composer. L'Inde, c'est un peu comme le Nigeria en Afrique de l'Ouest. Alors, la toute dernière question. Est-ce que vous croyez qu'un jour, nous aurons de nouveau la dynastie Gandhi vraiment, véritablement, aux affaires du côté d'Inde, ou alors on doit vraiment oublier ça? Non, on ne va pas oublier, on va tourner la page. Et je partage l'avis de Didier, la roue tourne. La roue tourne. Ah, vous tenez à votre roue, hein? Ah oui, elle tourne. Les Kennedy sont partis. Voilà. Parce que si on maintient ça, on va saluer les républiques monarchiques de chez nous, de père en fils. Non. Les Bush sont passés aussi aux États-Unis. Oui, c'est bon. Il faut tourner la page. Sinon, suivez mon regard, en Afrique de l'Ouest, au Tchad, le doyen des doyens, le centenaire en Afrique centrale qui ne veut pas partir, il prépare un petit-fils peut-être. Pour ton information, ce n'est pas le centenaire. Le centenaire, c'est l'Équatorial. Et c'est bon. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs de Zahir Télévision, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Le Monde en 52 minutes de ce lundi. Nous sommes allés au Sénégal où de la prison à la primature, Ousmane Sonko a fini par dévoiler son gouvernement. Oui, comme l'a dit un invité cet après-midi, il faut se rappeler qu'au Sénégal, il y a un élu qui est Diomaye Faye et il y a un nommé qui est Ousmane Sonko. Du côté de la Norvège, le royaume a décidé de doubler son budget de défense. Vous avez suivi Morgana Sogba-Métondi et Didier Sanson qui ont juste trouvé à dire que oui, c'est bien beau et puis il faut comprendre, la donne change parce qu'on a un voisin qui peut se décider à tout moment de faire tac, tac, tac. Mais Morgane a dit non, pourquoi toujours voir des idées obscures? En Israël, les officiers de haut rang sanctionnés après la mort des humanitaires tués du côté de Gaza. Là aussi, vous avez écouté les uns et les autres. Il a fallu que les États-Unis tapent sur les doigts d'Israël pour que on commence à avoir un peu de clairvoyance de ce côté-là. Aux États-Unis, l'escale de cet après-midi, campagne présidentielle, la guerre de Gaza au premier loge. Vous avez également écouté les invités. Nous avons terminé par l'Inde, où le ministre de la Défense a déclaré le pays capable de tuer des cibles du côté du Pakistan. Et là aussi, nous avons fait le tour d'horizon de cette information. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Didier Sanson. Je rappelle que vous êtes journaliste et enseignant. Ici à la maison. Merci à vous, Morgana Sogba-Métondi, consultant en géopolitique. C'est un plaisir. Alors, le plaisir était aussi pour moi de décrypter l'actualité avec vous. Retrouvons-nous le lundi prochain pour d'autres sujets. Ça se passe toujours ici sur Zahir Télévision, la meilleure des web télé.